Alors, mon histoire avec le numérique, elle date pas d'hier. Je pense qu'on peut revenir à 20 ans, ce qui ne me rajeunit pas d'ailleurs. Mais il y a une vingtaine d'années, je suis élue locale, engagée sur des projets, juste pour mémoire, sur des projets qui ne concernaient pas le numérique, sur des projets de garde d'enfants. Et je vais tomber sur ces sujets à l'époque d'avant-garde qui s'appellent les nouvelles technologies de l'information et de la communication. On ne parle pas encore de numérique. Et c'est l'époque où va se créer tout un tas de structures qui vont commencer à regarder le sujet. Donc ça va partir de l'État avec au Club Sénat, donc cette instance nationale qui à l'époque est présidée par Christian Poncelet, qui monte le club sénat.fr pour réunir les acteurs, les penseurs et les régulateurs du numérique. Nous sommes en 1998, ça fait exactement 20 ans. Et déjà là, on va s'intéresser au sujet de politique publique avec les NTIC, j'allais dire le numérique. Ensuite, il va y avoir dans la logique une instance régionale qui se crée, qui est à l'époque Artesi, l'Agence régionale des technologies de la société de l'information. Là aussi, ça en dit long. Cette structure a pour vocation d'accompagner les publics et les territoires, ceux qui font les politiques publiques, avec l'arrivée de l'informatique à l'époque. Puis progressivement, avec le temps, cette structure va être modifiée dans son objet et dans son appellation pour prendre un virage plus vers le monde économique, qui va s'appeler La Fonderie et cette structure a disparu à l'été dernier simplement. Donc elle aura eu déjà 20 ans d'existence. Donc moi j'ai appartenu à ce monde-là, j'ai travaillé avec ces acteurs-là, j'étais dans ces pionnières, faut dire, d'ailleurs il y avait peu de femmes, qui ont réfléchi au sujet numérique et notamment sur les politiques publiques. Alors, la question qui est de savoir si les uns et les autres sont plus légitimes pour réfléchir sur une idée, un programme, un projet. Je crois que cette question-là ne doit même plus exister aujourd'hui. On vient d'avoir des différentes échéances électorales qui ont bien démontré que tout à chacun peuvent se réapproprier la question politique, la question de la société, au sens noble, la politique au sens noble, qui n'est pas sur celui du clivage, mais sur celui de faire société. Donc naturellement, toutes les structures sont légitimes à s'intéresser à un sujet, notamment celui qui est, sur lequel vous m'interrogez, qui est celui de l'intelligence artificielle, mais plus largement de l'ensemble de la mutation sociétale qui est en cours. Alors, il y a bien sûr des réflexions qui sont d'ordre national. J'en ai fait partie. J'étais membre du Conseil national du numérique pendant 4 ans. Des rapports ont émergé. Un rapport récent qui est celui de Cédric Villani, qui arrive lui de l'Assemblée nationale, mais qui, outre cela, est, comme vous le savez, mathématicien de renom. Ce rapport a intégré tous ces sachants, les sachants qui ont apporté leur vision structurelle, nationale, de ce que pourraient être et ce que devraient être les politiques publiques à l'aune de l'arrivée de ce numérique avec l'intelligence artificielle et peut-être la société de demain. Sauf que, si on y regarde de plus près, et parce que j'en étais, je me permets également de le souligner, on est là autour d'une table avec des sachants qui regardent avec une lorgnette ou avec un prisme particulier, à l'aune de leur connaissance, ce que sera la société. Sauf que la société n'a jamais fait ce qu'on lui avait écrit de faire sur le papier. Ça n'existe pas. La société, elle va se construire en fonction des hommes et des femmes qui, territorialement, vont se réorganiser avec des nouveaux outils et des nouveaux éléments. Et donc c'est cela qu'il faut regarder, et donc les mutations qui sont à l'œuvre, avec l'intelligence artificielle, avec le numérique au sens large, et je parle de mutation et non pas de transformation, de mutation, c'est-à-dire que ce sont des individus vivants, vous, moi, qui allons nous réorganiser pour faire une nouvelle société. Et les sachants de ce monde qu'on ne connaît pas, ni ceux qui écrivent dessus, ni ceux qui le vivent, on ne le connaît pas, on va le tester ensemble. Donc les sachants d'aujourd'hui, ce sont les sachants des territoires. Or, des structures qui réfléchissent avec les hommes et les femmes qui sont sur les territoires, des think tanks comme les vôtres, sont évidemment des éléments extrêmement importants, donc d'une granularité différente, parce qu'on est au cœur de la véritable mutation. Ce n'est pas l'État qui mute, il ne sait pas muter, il est trop grand. Ce sont bien des mutations qui sont à l'œuvre sur des petites entités, et donc les think tanks sur les territoires sont importants. Alors en effet, depuis l'édition de l'ouvrage, qui certes est sorti en 2015, mais en fait il a quand même été écrit en 2013. Donc on va regarder les 5 dernières années, si vous le voulez bien, puisqu'on s'intéresse aujourd'hui à 2018. En 5 ans, ce qui avait été pointé dans cet ouvrage, entre autres, était ce clivage entre le monde politique, l'appréciation de la culture numérique du monde politique et des citoyens qui, eux, étaient plongés dedans, ils étaient baignés dedans,
par obligation parfois, ou par volonté, et puis ceux qui décidaient pour eux, qui sont ces personnes décideurs politiques que nous avons. Eh bien, en fait, depuis, il y a eu deux grandes vagues. Il y a eu la vague de 2014 avec une élection dans les communes qui a véritablement appelé un renouvellement en termes d'âge, et également en termes de posture politique, mais surtout en termes d'âge. Donc, il y a eu beaucoup de gens qui avaient exercé très, très, très longtemps des mandats, qui ont laissé à d'autres personnes nouvelles. Donc, on a revu déjà une appropriation du sujet qu'on va appeler de modernité, qui est le numérique. Et puis, la dernière vague également, à laquelle on assiste du point de vue des élus politiques, c'est celle de l'Assemblée nationale, avec un véritable renouvellement important là également, sur des individus qui sont issus de la société civile et qui donc, a priori, avaient déjà été inondés ou submergés par cette vague numérique, en tout cas, ils étaient dedans. Donc cette fracture, elle s'est réduite en termes de volume, c'est-à-dire qu'il y a moins de gens qui sont fracturés, il y a moins d'élus sur le terrain qui sont fracturés du numérique. Sauf que le numérique, lui, de son côté, a évolué également. Donc on est parti beaucoup plus loin qu'il y a 5 ans, puisque aujourd'hui, on parle tous d'intelligence artificielle, enfin tous, beaucoup de médias en parlent. On parle de données, on parle de massification des données, on parle de libération des données. Tout cela, ce sont des enjeux nouveaux que le monde politique n'a pas complètement encore pu prendre en charge. Donc la distance entre le monde politique et la réalité numérique reste importante, mais le nombre de personnes à porter dans un niveau d'acculturation nécessaire pour bien gouverner, parce que gouverner c'est savoir aussi, et avoir un petit peu d'avance, il faut éclairer de ces sujets encore beaucoup de nos collègues politiques. Dans l'ouvrage, on regardait notamment tout ce que le numérique avait pu apporter comme transformation sur les territoires. Et là aussi, l'intérêt n'était pas de regarder du point de vue de l'État, ce qui avait été modifié, parce que somme toute, ce n'est pas le premier acteur de transformation et d'adaptation du changement, mais les territoires, encore une fois, cette granularité qui fait qu'on peut observer des modifications. Donc c'est de ce point de vue-là que s'intéressait l'ouvrage, en regardant tous les champs de compétences des territoires, qui allaient de l'urbanisme au transport, au social, à la santé, à l'éducation, tout ce qui dans notre société a été transformé. Mais quand on regarde tout cela, et qu'on regarde comment les gens vivent avec cela, on regarde en fait des lieux de vie. Des lieux de vie, ce sont des villes ou des villages. Et on parlait déjà de villes augmentées. De villes augmentées, non pas parce qu'il y avait cette 3D dont on connaît également maintenant un certain nombre d'applications, mais 3D au sens de la citoyenneté, au sens de l'appropriation du citoyen sur les sujets qui le concernent. Parce qu'on était passé d'un écosystème, une ville, un lieu de vie, c'est un écosystème avec des gens qui échangent, qui contribuent, de quelque chose qui était très pyramidal, où il y avait cette puissance publique, où il y avait cette entité qui décidait et qui proposait aux habitants d'une ville de réaliser ou de bénéficier de services. Et puis de l'autre côté, il y avait, à des temps inscrits par la loi, au moment du vote ou autre consultation, un public, des administrés qui disaient, voilà, je veux ou je souhaite telle ou telle chose. Et puis le numérique a changé ce mode, qui était 1-2, binaire, avec une troisième dimension qui était, mais nous, il y a des choses qu'on peut faire seul. C'est là que la ville augmentée interagit. Parce que ce que l'on peut faire seul entre les citoyens, c'est arrivé grâce au numérique. Mais de la même façon, les objets peuvent faire seuls aussi. C'est les objets connectés, ce sont là, et ça nous amène à l'intelligence artificielle, donc toutes ces entités qui interagissent seules pour résoudre des problèmes du quotidien, qui donc apportent non pas une intelligence binaire, je dirais presque, entre celui qui décide, qui met en œuvre et celui qui va recevoir, cette manière de consommer la ville, de faire la ville, de faire cette ville augmentée, elle est essentiellement démocratique, elle repose sur les gens, les hommes et les femmes, et elle repose aussi maintenant de plus en plus sur les objets connectés. Alors en effet, dans cette ville, dans ce monde, parce qu'on va prendre les deux extrêmes, hyper connecté, que l'on a choisi les uns et les autres, à partir du moment où on choisit d'être sur des réseaux sociaux, où on choisit de bénéficier de services sur son ordinateur, sur sa tablette, sur son smartphone, on choisit également d'échanger des données. C'est parce qu'on échange des données
que le monde s'accélère, que l'économie est galopante dans un certain nombre de secteurs, qu'on a à distance, on continue à avoir du lien social à distance, mais aussi, il y a de l'autre côté, ce sont des données qui parfois peuvent nous échapper, ou même si on y met toutes les réglementations, et c'est à l'ordre du jour en ce moment avec la RGPD, mais toutes les réglementations de protection de ce qu'on va considérer comme étant nos données, puisque nous les avons produites. Pour autant, elles nourrissent des grosses machines qui, elles, s'approvisionnent de cette nourriture. Donc on parle de l'or noir, après le pétrole, c'est la donnée, hein, ce sont ces éléments qui permettent de faire tourner un certain nombre de machines. Ça, c'est une première façon de voir les choses. Mais plus que cela, ce big data, qui a été repris beaucoup dans la littérature, qu'on va dire avancée ou en tout cas imaginative au départ, qui arrive aujourd'hui dans une réalité, n'avait pas anticipé un autre sujet qui est celui de l'arrivée du deep learning, donc de l'apprentissage profond des machines. C'est-à-dire que les machines, elles prennent l'information, puis avant, on leur expliquait comment mélanger des données pour obtenir autre chose, et elles le faisaient plus vite et de façon plus massive. Aujourd'hui, elles inventent elles-mêmes, c'est ça l'intelligence artificielle, elles vont apprendre elles-mêmes comment croiser des données. Tant et si bien que ces données qui sont fournies par les individus que nous sommes, volontairement, peuvent nourrir d'autres systèmes qui nous échappent. Et donc l'interrogation qu'il y a derrière la logique de big data n'est pas seulement celle qui nous a tous préoccupés pendant longtemps, qui est celle de la surveillance, de l'espionnage, c'est vrai, c'est aussi celle du mode d'utilisation de tout cela qui nous échappe et sur lequel on est incapable aujourd'hui de réfléchir. Donc quand on regarde ce sujet-là, il faut le regarder au niveau des États, des décisions qui vont être prises et qui doivent être prises au niveau des États et des gouvernances. La donnée est un enjeu de gouvernance. Et il va falloir choisir entre une manière de gouvernance qui est liée à une entité publique, un État, qui va avoir une vigilance qu'on va considérer pour nous, Français en tout cas, peu satisfaisant, qu'on va prendre celle des Chinois, puisqu'on va la nommer, où on étudie aujourd'hui, on peut reconnaître tout à chacun, on regarde même comment est-ce que l'individu se comporte en société, dans une classe ou en termes d'apprentissage. Donc on sait tout de vous, donc très intrusif, mais pour mieux gouverner, parce que c'est quand même ça. Et de l'autre côté, on a d'autres systèmes où ce sont des acteurs privés qui deviennent des donneurs de leçons ou qui font société, qui construisent une société de demain avec la bénédiction en réalité de ces personnes. Donc derrière ce sujet de big data, où tout le monde regarde le sujet de sécurité, il y a un sujet de gouvernance et donc de démocratie. Véritablement un sujet de démocratie, de savoir dans quel monde démocratique on veut continuer de vivre. Alors la question qui est que les robots vont prendre tous les emplois de demain a plusieurs types de réponses. D'abord, est-ce que les emplois de demain existeront ? Est-ce que même les robots les feront ? Parce que est-ce qu'ils existeront ? Et qu'est-ce que l'on met derrière le mot emploi ? Donc on va regarder déjà de façon plutôt assez simple, on va dire, voilà, il y avait des emplois qui étaient faits aujourd'hui exactement le même et réalisés par un robot. Très bien, on l'a déjà connu, l'histoire des sciences et techniques. Quand arrive l'électricité, il y avait des messieurs et des dames, je crois que c'était plutôt des messieurs d'ailleurs, qui éteignaient les bougies. C'était un emploi. Il y a eu l'arrivée de l'électricité, il n'y avait plus de profession pour éteindre les bougies, mais il y a eu d'autres sujets. Donc là, on va parler de conversion. Et ça, je pense que tout un chacun, on peut considérer qu'effectivement, il va y avoir de nouveaux emplois créés par ceux qui vont disparaître, entre guillemets, avec la robotisation, au profit, a priori, de plus d'humanité. Une caisse qui devient impersonnelle parce que vous passez votre objet ou votre produit à la caisse, celle d'Amazon où il n'y a plus personne, hein, qui est testée actuellement, elle devient impersonnelle. Donc oui, c'est peut-être plus pratique, mais est-ce que vous avez vraiment envie d'y aller ? Donc on va être obligé, et donc les structures même qui proposent une robotisation massive vont proposer à côté plus d'aidants humains. Donc de nouveaux emplois qui vont être liés à plus d'humanité, plus d'accompagnement, et ça c'est en train d'arriver. Donc ça, c'est une des problématiques. La deuxième problématique, c'est est-ce que nous aurons besoin des mêmes types d'emplois dans des structures qui sont moins régulières et moins récurrentes ? Et donc là, on est sur le deuxième enjeu. La première fois, on s'était dit, mon Dieu, quelle horreur, on va faire disparaître tous les emplois de salariés ouvriers. Maintenant, avec l'intelligence artificielle, la problématique est autre.
on se dit mais on va faire aussi disparaître des emplois où il y avait un niveau de créativité ou de conceptualisation plus important. Donc l'emploi, pour faire simple, des cols blancs et d'une bonne partie des cols blancs. Donc les deux typologies d'emploi sont a priori impactées et affectées par ce numérique qui devient intelligent avec cette intelligence artificielle. Et donc là, la problématique pourrait être anxiogène si on ne remettait en perspective d'autres éléments qui sont, est-ce que le travail, tel qu'on le considère, est-ce que le travail qui implique un labeur en fonction d'une rémunération va continuer d'être, même dans sa structure? Est-ce qu'on ira travailler? La mobilité, avec ce qu'on va appeler encore télétravail, mais qui est juste de la mobilité pour faire de l'activité. Le travail de demain, ce sera peut-être juste différentes formes d'activités pour lesquelles il y aura une activité rémunérée, d'autres activités qui ne seront pas rémunérées. Et à ce titre, je tiens à préciser que nous sommes déjà tous, ou pratiquement tous, dans cet univers, puisque l'activité non rémunérée, c'est ce que les Anglais appellent le digital labor. Donc c'est quand vous contribuez avec votre smartphone à fournir des données sur des réseaux sociaux ou toute autre plateforme, vous faites un travail, une activité qui aujourd'hui n'est pas rémunérée. Donc la logique même de travail, cette logique d'activité, dans sa séquentialité également, est-ce que je ferai plusieurs choses dans ma vie? Est-ce que je ferai en même temps plusieurs choses dans une journée? Est-ce que j'aurai à le faire avec différents employeurs? Et à ce titre, mes employeurs deviendraient peut-être mes clients. Tout cela, ce sont les enjeux auxquels nous sommes déjà en train d'assister, qui doivent nous interroger bien au-delà de la seule robotisation qui prendrait des emplois pérennes. Alors, des conseils aux citoyens que nous sommes tous, je ne sais pas si je suis habilitée à le faire. En revanche, la façon dont je vois les choses, je peux vous la transmettre et peut-être que ça correspondra à ce que les uns et les autres peuvent prendre ou mettre en œuvre. Moi, j'ai toujours fait partie de ceux qui agissent. Alors, certes, j'ai écrit un ouvrage, vous l'avez rappelé, j'ai mis en place des politiques publiques, mais j'ai fait. Je pense qu'on ne peut pas juste se reposer sur ceux qui écrivent l'avenir. Il faut que tout à chacun, nous construisions cet avenir et que nous le mettions en œuvre. Donc il faut que partout en France et partout dans le monde, mais c'est déjà le cas, il y ait ces petites entités d'agilité, ces gens, ces femmes et ces hommes qui se reposent des questions et qui testent. Et donc il faut se donner collectivement le droit à l'erreur et ne pas se priver de tester des nouveaux modèles. Alors l'anxiété qu'il y a derrière l'IA doit faire place, à mon sens aussi, à un imaginaire beaucoup plus réaliste peut-être, en tout cas beaucoup plus positif, pour que les deux viennent à s'équilibrer et qu'on se donne le droit de tester, d'essayer et surtout qu'on se donne le droit de reculer si on s'est trompé. Et c'est comme ça, de façon itérative, que nous avancerons sur ces problématiques extrêmement complexes.